Ma femme m'a trompé et s'est retrouvée à l'hôpital. Tout le monde me demande de lui pardonner, mais ma décision de la quitter est irrévocable. Jusqu'à récemment, ma vie glissait sur les rails de la normalité. Cette routine quotidienne, que l'on apprécie parfois, et qui, d'autres fois, semble monotone, constituait, au bout du compte, ma réalité. À 37 ans, marié à ma femme, qui a le même âge, nous partagions une maison, des souvenirs, et une vie construite sur de nombreuses années. Notre mariage connaissait les hauts et les bas habituels. Mais nous avions toujours su faire front commun, surmonter les obstacles, et aller de l'avant. Nos enfants jumeaux, désormais de jeunes adultes de 19 ans inscrits à l'université, faisaient notre fierté. Ils étaient la preuve tangible que nous avions réussi quelque chose de bien dans ce monde. Chaque jour apportait une nouvelle pièce à ce même puzzle. Des routines bien établies, nos emplois, nos dîners, et nos conversations sur la vie quotidienne. Rien qui ne sorte de l'ordinaire. Même lorsque ma femme m'a annoncé qu'elle devait partir 2 jours pour un voyage d'affaires, nous l'avons pris avec le naturel habituel. Un baiser d'adieu le matin, un « bon voyage » et chacun de nous est retourné à ses responsabilités. La journée s'est écoulée, sans le moindre incident. Au bureau, tout s'est déroulé comme d'habitude. De retour à la maison, je me suis préparé à dîner, tranquillement. Profitant de ce silence, que son absence laissait derrière elle. Un silence qui, très vite, allait devenir troublant. Je finissais mon repas, lorsque le téléphone a sonné. C'était ma belle-mère. « Allô » ai-je répondu d'un ton détendu. M'attendant à la conversation classique, sur le déroulement de sa journée. Mais sa voix, à l'autre bout du fil, était tremblante et brisée. « Tu dois venir à l'hôpital, vite » a-t-elle réussi à articuler, avec beaucoup de difficulté. Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? La tranquillité, qui régnait quelques instants plus tôt, s'est dissipée d'un coup. Remplacée par une angoisse glaciale. C'est ta femme. Elle est à l'hôpital. Quelque chose de très grave est arrivé. Sa voix s'est brisée, et j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. La confusion m'a totalement envahi. L'hôpital? Ma femme était censée être en voyage, à l'extérieur de la ville. Pourquoi était-elle ici, et que lui était-il arrivé? Un millier de questions se sont bousculées dans mon esprit. Alors que je me levais de ma chaise, l'estomac noué, et envahi par un sentiment de panique grandissant. J'ai quitté la maison en toute hâte, tout en gardant l'appel actif, sur le haut-parleur de la voiture. La voix de ma belle-mère balbutiait des phrases décousues, incapable de me fournir une explication claire. L'incertitude formait une boule dans ma gorge. Était-ce un accident de voiture, une maladie soudaine? L'inquiétude grandissait à chaque seconde, alors que je conduisais aussi vite que possible, en direction de l'hôpital. J'imaginais les pires scénarios, tout en priant pour que ce ne soit rien de grave. À mon arrivée, je l'ai trouvé dans la salle d'attente, visiblement bouleversé. Je l'ai salué par un baiser rapide, et avec la question qui me brûlait les lèvres. Que s'est-il passé? Je vous en prie, dites-moi ce qui lui est arrivé. Sa réponse s'est avérée encore plus déconcertante. Elle fuyait mon regard, et balbutiait, sans me donner de réponse directe. Son comportement évasif, ainsi que sa nervosité, n'ont fait qu'accroître mon anxiété. Quelque chose clochait. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas avec certitude. Je sais juste qu'elle est avec les médecins. Ces mots se perdaient, dans un océan de larmes, et de phrases inachevées. L'impatience me rongeait de l'intérieur. J'avais besoin de réponses, et de clarté. J'ai laissé ma belle-mère essayer de se calmer, et je me suis approché du bureau des renseignements. J'ai demandé des nouvelles de ma femme, et on m'a dit de m'adresser au médecin en charge. Le médecin m'a reçu dans un petit bureau. Le visage grave, et empreint de douleur. Il m'a expliqué que ma femme avait subi une agression. Une attaque, avec un objet tranchant. Il m'a parlé de plusieurs blessures, de la gravité de sa situation initiale, et de la façon dont ils avaient réussi, finalement, à la stabiliser. Ces mots m'ont frappé comme des coups de massue. Agression, objet tranchant. Je n'y comprenais absolument rien. Qui avait fait cela, et pourquoi? Mais la partie la plus choquante est arrivée un peu plus tard. Le médecin, adoptant un ton plus confidentiel, a demandé à passer un moment seul avec moi,
dans un endroit plus isolé. Là, derrière des portes closes, il m'a révélé quelque chose qui m'a glacé le sang. Quelque chose qui a transformé ma confusion en une stupéfaction encore plus grande, accompagnée d'un profond malaise. Il m'a parlé d'autres signes, de détails délicats. Des signes qui suggéraient quelque chose de plus. Quelque chose de sombre, qui allait bien au-delà d'une simple agression de rue. Il a mentionné des abus, au niveau de ses parties intimes. Le monde s'est arrêté de tourner, pendant un instant. Des abus. Qu'est-ce que tout cela pouvait bien signifier? Qui aurait pu lui faire subir une chose pareille? Et pourquoi? L'image de ma femme, vulnérable et blessée, me déchirait de l'intérieur. Et l'ombre de cette autre révélation me remplissait d'une angoisse sombre et inconnue. J'ai interrogé le médecin sur son état, pour savoir si elle allait s'en remettre. Il m'a assuré que oui. Que les saignements étaient contrôlés, et que les complications les plus graves avaient été surmontées. Au moins, au cœur de ce cauchemar, il subsistait une lueur d'espoir. J'ai quitté le bureau, avec le cœur au bord des lèvres. Tiraillé par un mélange de colère, d'inquiétude, et par un vide immense. J'avais besoin de temps, pour tout digérer, et pour comprendre ce qui se passait. Mais une chose était claire. La vie calme et routinière que j'avais toujours connue, venait de voler en mille éclats. Le lendemain, le bureau était bien la dernière chose, que j'avais à l'esprit. J'ai demandé quelques jours de congé, à mon travail. J'avais besoin d'être à l'hôpital, aux côtés de ma femme. Bien que la confusion, et les sombres révélations du médecin, résonnaient encore dans ma tête. Ma responsabilité et mon inquiétude pour sa santé, passaient malgré tout, avant le reste. Ainsi ont commencé, des jours étranges, vécus dans la bulle d'un hôpital. Je me suis installé dans une routine de visite constante, essayant d'être un soutien pour elle. Même si, à l'intérieur, un tourbillon d'émotions me ballottait sans relâche. Je la voyais aller mieux physiquement. Se remettant doucement, de ses blessures. Je lui parlais de choses futiles, pour essayer de maintenir une certaine normalité. Même si la distance émotionnelle entre nous, devenait de plus en plus palpable. C'était comme si un mur invisible, avait été érigé pour nous séparer. Durant ces journées à l'hôpital, je suis devenu l'ombre de moi-même. J'étais attentif à ses besoins, mais distant, dans mes sentiments. Je lui tenais compagnie. Je lui apportais ses affaires, et je discutais avec les médecins. Mais j'évitais scrupuleusement, de creuser ce qui s'était passé. Toute conversation sur l'attaque, et sur ce qui était réellement arrivé, constituait un sujet tabou entre nous. Elle n'en faisait pas mention non plus. Peut-être qu'elle sentait mon malaise. Ou, peut-être, qu'elle évitait elle-même, de revivre son traumatisme. Un matin, alors que je patientais dans la salle d'attente de l'hôpital, j'ai remarqué une présence inhabituelle. 2 hommes vêtus de costumes, se sont approchés du bureau des renseignements, et ont demandé à voir ma femme. Instinctivement, j'ai su qu'il s'agissait de policiers. Une vague de malaise a parcouru tout mon corps. La police? Pourquoi la police voudrait-elle lui parler? Que se passait-il, en réalité? Je me suis approché d'eux, le cœur battant à tout rompre. Puis-je vous aider? Ai-je demandé, d'une voix fluette. Ils se sont identifiés comme étant des policiers, et m'ont expliqué qu'ils devaient parler à ma femme, de l'incident. Ce n'était pas un simple accident, monsieur, a déclaré l'un d'eux, d'un ton très grave. Il y a des indications, qui laissent penser que c'était un acte délibéré. Le mot « incident » a résonné dans ma tête, chargé d'une signification sombre et menaçante. Un acte délibéré, ai-je répété, sentant un grand froid envahir mon estomac. Que voulez-vous dire par là? Nous préférons en parler directement avec votre femme, monsieur. C'est une affaire délicate. Sa réponse évasive n'a fait qu'accroître ma confusion et mon angoisse. J'ai attendu, avec impatience, que ma femme se réveille de sa somnolence matinale. Lorsqu'elle a enfin ouvert les yeux, les policiers sont entrés dans la chambre. Je suis resté à l'extérieur, dans le couloir, à cran. En me rongeant les ongles. J'essayais de deviner ce qu'ils lui demandaient, et ce qu'ils étaient en train de lui révéler. Les possibilités, toutes plus sombres les unes que les autres, dansaient dans mon esprit, tels des fantômes. Quel genre d'acte délibéré avait-elle donc subi? Qui pourrait bien vouloir lui faire du mal? Et l'ombre de cette agression intime planait toujours sur l'ensemble.
ajoutant une couche de mystère et de peur à la situation. Les minutes se sont écoulées, me paraissant durer une éternité. Depuis le couloir, je fixais la porte fermée. J'essayais de lire, dans le langage corporel des policiers, le moindre indice, le moindre signe. Mais leur visage restait impénétrable. Enfin, la porte s'est ouverte. Les policiers sont sortis de la chambre et ont demandé à s'entretenir un instant avec moi. Ils m'ont invité à les accompagner, dans un endroit plus discret. Il s'agissait d'une petite salle de réunion vide, au bout du couloir. Là, avec ce sérieux qui laisse présager le pire, ils m'ont révélé la vérité. Une vérité qui m'a frappé avec la force d'un ouragan. Qui a détruit le peu de stabilité qu'il me restait, et qui a changé ma vie pour toujours. Monsieur, a commencé l'un des agents, en me regardant droit dans les yeux. Ce qui est arrivé à votre femme n'était pas une agression fortuite. Il s'agit d'une attaque, survenue dans un contexte très différent. Il a marqué une pause. Comme s'il cherchait les mots justes. Ou, peut-être, pour me préparer à l'impact de ce qu'il allait m'annoncer. Votre femme se trouvait avec un autre homme, dans un motel. Ces mots m'ont heurté, comme un coup sec porté en pleine poitrine. Me laissant totalement haletant. Dans un motel, avec un autre homme. Mon esprit s'est vidé, incapable de traiter cette information. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Me laissant choir, dans un abîme ténébreux. C'est là qu'elle a été agressée par cet homme, a poursuivi le policier. Il l'a poignardée à plusieurs reprises. Et c'est la raison pour laquelle elle se trouve à l'hôpital. La pièce s'est mise à tourner. Ma respiration est devenue courte. Avec un autre homme. Ma femme m'avait trompé. Et tout cela s'était terminé dans la violence, dans le sang, et à l'hôpital. La trahison et la brutalité s'entremêlaient. Pour former une image à la fois grotesque et terriblement douloureuse. Les policiers m'ont expliqué les détails qu'ils avaient pu rassembler jusqu'à présent. Le motel, la rencontre, l'agression, la fuite de l'homme. Tout concordait. Et tout cela était terriblement réel. Nous comprenons que c'est une situation très difficile, monsieur, a déclaré l'autre agent, avec un ton de fausse compassion. Nous vous recommandons de rester fort. Fort ? Comment étais-je censé rester fort, face à une telle révélation ? Mon monde s'était effondré, en un instant. La femme que j'aimais, ma partenaire de vie, la mère de mes enfants, m'avait trompé. Elle m'avait trahi de la pire manière possible. Et tout s'était achevé, dans un bain de sang. Les policiers ont pris congé, me laissant seul dans cette salle de réunion. Avec cette vérité nue et brutale, qui me frappait en plein visage. J'ai quitté l'hôpital comme un automate, marchant sans but. Le cœur en mille morceaux, et l'esprit inondé de questions, resté sans réponse. J'avais besoin d'air. J'avais besoin d'espace. Il me fallait du temps, pour encaisser le choc. J'avais, tout simplement, besoin de disparaître. J'ai quitté l'hôpital, et j'ai marché sans aucun but. Mes pas m'ont conduit vers un parc voisin. Un espace vert, parsemé de bancs solitaires, à l'ombre des arbres. Je me suis effondré sur l'un d'eux. Le regard perdu dans le lointain, essayant de digérer la bombe, qui venait d'exploser dans ma vie. Infidélité, agression, motel. Ces mots résonnaient dans ma tête. Formant un cocktail amer, fait de trahison et de violence. La vérité était comme un poignard, planté dans mon âme. La femme que je croyais connaître. Cette femme avec qui j'avais partagé tant d'années, m'avait trompé. Elle m'avait humilié, de la façon la plus douloureuse qui soit. Et le pire dans tout ça, c'est que tout s'était terminé par un acte de brutalité. Dans un hôpital, avec sa vie qui ne tenait plus qu'à un fil. Je ressentais un mélange de colère, de douleur, et de confusion. Un vide immense s'ouvrait en moi, engloutissant toute trace de la vie que je connaissais. Sur ce banc de parc, je me sentais affreusement seul. Abandonné à mon propre sort, avec tout le poids du monde sur mes épaules. Les larmes menaçaient de couler, mais je les ai retenues avec force. Comme si, le fait de m'autoriser à pleurer, allait me faire m'effondrer complètement. Je ne voulais pas craquer. Pas maintenant, pas encore. Je devais assimiler tout cela. Même si mon esprit refusait d'accepter cette réalité si cruelle. C'est à ce moment-là que je l'ai vu approcher.
Ma belle-mère m'avait retrouvé, dans le parc. Je suppose qu'elle m'avait suivi, inquiète de la réaction que j'allais avoir. Elle s'est assise à côté de moi sur le banc, le visage affligé, en essayant de m'offrir du réconfort. Mais ces mots, dès le départ, sonnaient creux et faux. Mon fils, je comprends que tu sois bouleversé, c'est un choc pour tout le monde, a-t-elle commencé. Son ton était doux et maternel, ce qui, à cet instant précis, m'a paru profondément irritant. Mais ce n'est pas le moment d'y penser. Nous devons penser à ta femme, à sa santé. C'est ça, la chose la plus importante. Je lui ai lancé un regard en biais, sans répondre. Penser à ma femme, après ce que l'on venait tout juste, de me révéler? Sa remarque me faisait l'effet d'une mauvaise blague. C'était l'étalage d'un aveuglement volontaire, face à la gravité de la situation. Elle a, peut-être, interprété mon silence comme de la réceptivité. Et elle a continué, essayant de minimiser ce qui s'était passé. En cherchant des excuses, là où il n'y en avait aucune. Ce sont des choses qui arrivent, dans les mariages. Ce sont des dérapages, des erreurs, mais ça peut être surmonté. L'important, c'est qu'elle se rétablisse, qu'elle aille bien de nouveau. Ensuite, il sera temps de parler, de résoudre les choses. Résoudre. Résoudre quoi? L'infidélité, la trahison, ou cette attaque si brutale? Ces mots me semblaient tellement absurdes. C'était comme si elle tentait de me convaincre, que tout ceci n'était qu'un simple faux pas. Quelque chose que nous pourrions balayer sous le tapis, pour continuer à avancer, comme si de rien n'était. La colère s'est mise à bouillonner en moi. De la colère envers ma femme, pour sa tromperie. De la colère envers son amant, pour sa violence. Et aussi, de la colère envers ma belle-mère, pour sa tentative de minimiser l'impardonnable. Je me suis levé du banc brusquement. L'interrompant au beau milieu de son discours, plein de bonnes intentions, mais complètement déplacé. Je l'ai regardé droit dans les yeux, pour la première fois depuis qu'elle s'était assise à mes côtés. Et je lui ai dit, d'une voix que j'ai à peine reconnue comme étant la mienne, froide et distante, c'est terminé. Ma belle-mère m'a regardé, avec incrédulité. Elle ne comprenait pas, tout le poids de ces deux mots. Qu'est-ce qui est terminé, mon fils? Ne dis pas de bêtises. Pense à ta femme, à son état. Ne sois pas égoïste, en ce moment. Son ton est monté d'un cran. Passant du réconfort au reproche, mais je n'étais plus disposé à l'écouter. Tout est terminé, ai-je répété avec plus de fermeté. Il n'y a rien à résoudre. C'est terminé. Je l'ai laissé dans le parc. Avec ses cris et ses reproches, qui résonnaient à mes oreilles. Je me moquais bien de ce qu'elle pensait, ou de ce qu'elle disait. Ma décision était prise, et il n'y aurait aucun retour en arrière. Je suis rentré chez moi, avec ce même sentiment de vide et de confusion. Mais désormais, celui-ci s'accompagnait d'une détermination, aussi froide que douloureuse. De retour à la maison, j'ai cherché refuge dans mon bureau. Cet espace, qui avait toujours été mon sanctuaire. Mais à présent, même cet endroit ne parvenait plus, à m'offrir de réconfort. J'ai ouvert le meuble, où je gardais les bouteilles d'alcool. Je n'avais jamais été un buveur régulier. Mais cette nuit-là, j'avais besoin d'anesthésier ma douleur, et de noyer mon chagrin dans l'alcool. J'ai commencé à boire, un verre après l'autre. Sans aucun contrôle, et sans aucune retenue. Le whisky me brûlait la gorge, mais il ne parvenait pas à éteindre l'incendie, qui me consumait de l'intérieur. J'ai bu jusqu'à ce que la tête me tourne. Jusqu'à ce que la douleur s'engourdisse, et que ma conscience se brouille. À un moment donné, je me suis effondré sur le canapé de mon bureau, la bouteille à moitié vide à la main. Et j'ai plongé dans un sommeil lourd et agité. Échappant ainsi, ne serait-ce que pour quelques heures, au cauchemar qu'était devenu ma vie. Le lendemain, je me suis réveillé avec la bouche pâteuse, la tête palpitante. Et un sentiment de vide encore plus profond, que la veille. Le bureau sentait l'alcool, et la désolation. Mon téléphone, posé sur la table, clignotait au rythme des notifications, des appels en absence, et des messages. Les proches de ma femme, mes propres proches. Tous étaient au courant, tous s'inquiétaient. Et ils étaient tous sur le point de débarquer en ville, pour voir comment nous allions. Et pour tenter de recoller les morceaux de ce qui, fondamentalement, ne pouvait plus être réparé. La tempête, loin de s'apaiser, commençait tout juste à se déchaîner.
Mon corps me semblait lourd comme du plomb, et ma tête martelait sans répit. Je me suis levé du canapé avec difficulté, me sentant ravagé, tant physiquement qu'émotionnellement. La lumière du jour nouveau, qui filtrait à travers la fenêtre, ne m'offrait aucun réconfort. Elle ne faisait que souligner la désolation de mon environnement et la mienne. Les messages et les appels manqués sur mon téléphone étaient un rappel persistant. Ils me rappelaient que le monde extérieur, avec ses opinions et ses inquiétudes, s'apprêtait à envahir ma bulle de douleur. J'ai essayé de me reprendre en main, du mieux que j'ai pu. Une douche froide et un café fort ont réussi à m'éclaircir un peu les idées. Bien que la boule dans mon estomac et l'oppression dans ma poitrine aient persisté. Je me suis habillé avec des vêtements propres, essayant de projeter une image de maîtrise. Bien qu'à l'intérieur, je me sois senti complètement brisé. Je savais que l'arrivée de ma famille, et de celle de ma femme, était imminente. Et bien que je n'ai pas voulu faire face à la situation, je ne pouvais pas non plus me cacher indéfiniment. Quand mes enfants sont arrivés, quelques heures plus tard, je les attendais déjà à la maison. Je les ai serrés fort dans mes bras. Ressentant leur inquiétude et leur affection, comme un doux baume, au milieu de tout ce chaos. Leur visage reflétait l'angoisse que je ressentais également, mais aussi une force qui m'a réconforté. Je les ai conduits dans mon bureau, le seul endroit où je me sentais un minimum à l'aise, et je leur ai demandé de s'asseoir. Il était temps de parler clairement. De partager la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Les enfants, ai-je commencé, ma voix étant encore un peu rauque, à cause de l'alcool et du manque de sommeil. Je sais que vous êtes inquiets pour votre mère et pour moi. Et je sais que les nouvelles que vous avez entendues sont compliquées. Mes jumeaux m'ont regardé attentivement, en silence. Attendant que je poursuive. J'ai pris une grande inspiration, et je leur ai tout raconté. Je leur ai révélé ma conversation avec la police, l'infidélité, le motel, et l'attaque. J'ai expliqué la vérité sans édulcorer les détails les plus douloureux. Mais en essayant de maintenir un ton calme et serein. J'avais besoin qu'ils comprennent la situation. Qu'ils comprennent la raison de ma douleur, et l'ampleur de la trahison. Ils ont écouté en silence. Avec des visages pâles, et des yeux remplis d'incrédulité. Quand j'ai terminé de parler, le silence a persisté pendant quelques instants, dense et lourd. Puis, ma fille, d'une voix tremblante, a été la première à le rompre. « Papa, c'est vrai, tout ça? Maman a vraiment fait ça ?» J'ai hoché la tête lentement, le regard baissé. Oui, les enfants, c'est la vérité. J'ai vu des larmes embuer leurs yeux. Mais aussi, une expression de colère contenue. Mon fils, toujours le plus réservé, a parlé d'une voix ferme, bien que le choc soit perceptible. Papa, nous sommes sous le choc. Nous ne savons pas quoi dire. Nous sommes inquiets pour maman, pour sa santé. Nous comprenons que la situation est terrible, mais nous voulons qu'elle aille bien. Je les ai regardés avec gratitude. Leur inquiétude pour leur mère, malgré tout ce qui s'était passé, me prouvait la noblesse de leur cœur. Je sais les enfants. Je veux moi aussi, que votre mère se rétablisse. Mais j'ai aussi besoin que vous compreniez, ce que tout cela signifie pour moi. Ma fille a hoché la tête, en essuyant ses larmes. Nous comprenons, papa. C'est horrible. Nous n'arrivons même pas à imaginer, ce que tu ressens. Mais, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pris une grande inspiration. Je ne le sais pas encore, les enfants. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Mais je vous promets que je prendrai une décision, lorsque votre mère ira mieux, et qu'elle sera davantage rétablie. Je ne veux pas que cela affecte sa santé, pour le moment. Mais je ne peux pas non plus continuer à vivre comme si de rien n'était. Je leur ai offert un regard sincère. Cherchant leur compréhension, et leur soutien. J'ai besoin que vous sachiez, que je vous aime énormément. Et que, quoi qu'il arrive, vous êtes ce qu'il y a de plus important pour moi. Et que toute décision que je prendrai, je la prendrai en pensant aussi à vous. Mes enfants se sont levés, et m'ont enlacé très fort. Nous te soutenons, papa, a déclaré mon fils, d'un ton ferme. Nous sommes avec toi, dans toutes tes décisions. Ces mots furent un baume réparateur, pour mon âme blessée. Sentir leur soutien, et leur compréhension, m'a donné la force d'affronter, ce qui était à venir. Nous avons décidé, de nous rendre à l'hôpital ensemble.
À notre arrivée, l'atmosphère était tendue. Les proches de ma femme étaient déjà présents dans la salle d'attente. Discutant à voix basse, et affichant des regards empreints, à la fois d'inquiétude et de reproche. Lorsqu'ils nous ont vus entrer, le silence est devenu encore plus lourd. Ils ont salué mes enfants, avec une certaine chaleur. Mais ils m'ont lancé des regards froids et accusateurs. Il était évident que la nouvelle de l'infidélité s'était répandue parmi eux. Et qu'ils me considéraient comme le coupable de la situation. Mes enfants se sont approchés d'eux, et les ont accompagnés, jusqu'à la chambre de leur mère. Je suis resté en retrait. Sentant ces regards perçants se fixer dans mon dos. Lorsque les jumeaux sont entrés dans la chambre, le volume des voix s'est légèrement élevé. Je pouvais entendre des fragments de conversation. Des reproches, des plaintes. Il était évident qu'ils confrontaient ma femme sur ce qui s'était passé. Au bout de quelques minutes, mes enfants sont sortis de la pièce. Tous les deux avaient les yeux rouges et gonflés par les larmes. Ils se sont approchés de moi, avec des visages désemparés. « Papa » a commencé ma fille, d'une voix étranglée. « La famille de maman est très en colère contre toi. Ils se sont plaints à nous, de la façon dont tu te comportes. Ils disent que tu n'as pas de cœur, et que tu ne penses pas à maman. » Ma colère, qui avait été contenue jusqu'à ce moment précis, a commencé à faire surface. J'ai donc répliqué, sur un ton sarcastique et amer. Et à quoi s'attendaient-ils? À ce que je les remercie, pour la faveur que leur fille m'a faite? À ce que je la félicite, pour son infidélité, et pour l'agression dont elle a été victime? Mon fils a essayé de calmer le jeu. Papa, s'il te plaît, ne te mets pas encore plus en colère. Nous comprenons que tu sois blessé, mais ne rends pas les choses encore pires. Rendre les choses encore pires, ai-je répété avec incrédulité. Pense-t-il vraiment que les choses puissent être pires, qu'elles ne le sont déjà? Ma femme me trompe, m'humilie, finit poignardée dans un motel. Et maintenant, c'est moi le méchant. Ma voix s'est élevée. Incapable de contenir davantage la colère et la douleur. Il ferait bien de se mêler de leurs affaires. Ils ne devraient pas s'immiscer dans mon mariage. Ce qui se passe entre ma femme et moi ne les regarde pas. Et ils n'ont certainement pas le droit de me juger, ou de me dicter comment je dois me comporter. Les proches de ma femme, qui avaient entendu mon éclat de voix depuis le bout du couloir, se sont approchés, l'air furieux. L'un de mes beaux-frères, le visage rouge de colère, s'est planté devant moi, avec une attitude menaçante. « Comment oses-tu parler de cette façon? Ne vois-tu pas à quel point ma sœur souffre? N'as-tu pas la moindre once d'humanité? » De l'humanité, ai-je ri avec amertume. De l'humanité, c'est ce dont ta sœur a manqué, lorsqu'elle m'a trompé. De l'humanité, c'est ce dont son amant a manqué, lorsqu'il l'a poignardé. Ne viens pas me parler d'humanité maintenant. Parce que tu n'as pas la moindre idée de ce que je traverse. Je les ai regardés avec mépris, avec rage. La douleur étant à vif, sur ma peau. C'est mon mariage, ma vie. Et vous n'avez aucun droit de vous en mêler ou de donner votre avis. Alors, je vous demande de rester en dehors de ça. Car si vous vous mêlez de mes affaires, vous allez avoir de sérieux problèmes avec moi. Et je ne suis pas disposé à tolérer le manque de respect de qui que ce soit. Et encore moins de vous, qui vous croyez moralement supérieur à moi. Le silence s'est emparé du couloir. Mes beaux-frères et belles-sœurs me dévisageaient, avec haine et fureur. Mais aucun d'eux n'a osé répliquer. Je les avais remis à leur place. J'avais clairement fait savoir que je n'allais pas les laisser me juger, ni me dire comment je devais me sentir, ou agir. Ma douleur m'appartenait. Ma décision m'appartenait. Et personne n'avait le droit de la remettre en question. Après cette confrontation tendue, la famille de ma femme s'est retirée dans un coin de la salle d'attente. Ils murmuraient entre eux, en me lançant des regards pleins de ressentiment. Mes enfants, visiblement affectés par la scène, se sont approchés de moi avec prudence. Après être sortis de la chambre en pleurs, mes enfants se sont approchés de moi, les yeux rougis. Et m'ont demandé, d'une voix à peine audible, « Papa, vas-y toi aussi, s'il te plaît. Mais ne sois pas trop dur avec maman. Elle est très fragile, en ce moment. » Leurs paroles, bien que chargées d'inquiétude pour leur mère, ont touché une corde sensible en moi. Malgré toute la douleur et la colère, je savais que je ne devais pas décharger ma fureur sur elle,
dans son état de vulnérabilité. J'ai hoché la tête en silence, et je me suis préparé à entrer. En franchissant le seuil de la porte, j'ai senti un nœud se former, dans mon estomac. Il y a quelques jours à peine, c'était l'endroit où je me consumais d'inquiétude, pour la femme que j'aimais. À présent, en la regardant dans ce lit d'hôpital, je ne ressentais que du dégoût. Oui, du dégoût. C'était le mot qui décrivait le mieux ce mélange de répulsion et de déception qui m'envahissait. Un silence gênant s'est installé entre nous. Elle me regardait avec les yeux humides. Attendant, peut-être, une réaction ou un mot de ma part. De mon côté, je me suis simplement assis, sur une chaise près du lit, sans dire un mot. L'observant, avec une froideur distante. Finalement, ce fut elle qui rompit le silence. Et elle l'a fait, de la manière la plus inattendue qui soit. Avec une question tout à fait triviale. Comme si nous avions une conversation banale, et comme si de rien n'était. Comment vas-tu a-t-elle demandé d'un filet de voix, en essayant de forcer un sourire. As-tu mangé quelque chose? Sa question, tellement déplacée, et tellement étrangère à la tempête émotionnelle qui nous enveloppait, m'a laissé sans voix. Pensait-elle réellement que nous pourrions parler de la pluie ou du beau temps, ou bien de notre dîner, après tout ce qui venait de se produire? Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai laissé échapper la question, qui me brûlait de l'intérieur. Celle qui résumait toute ma douleur et ma confusion. Pourquoi? En entendant ma question, sa façade de normalité s'est effondrée. Ses yeux se sont remplis de larmes, et sa lèvre inférieure a commencé à trembler. Ce n'était pas de ma faute, a-t-elle balbutié entre deux sanglots. Ils m'ont forcé. S'il te plaît, comprends-moi. Je t'aime. Seulement toi. Les larmes coulaient librement sur son visage, alors qu'elle essayait d'attraper ma main. Je suis resté immobile. Sans répondre, et sans lui rendre son geste. Ses paroles, et ses pleurs, ne me touchaient plus. La barrière de la trahison avait été dressée entre nous. Impénétrable et infranchissable. Je ne sais pas ce que je vais faire, lui ai-je dit finalement, d'un ton las et distant. Mais tant que les jumeaux sont là, et tant que tu te rétablis, je vais agir comme si de rien n'était. En entendant mes mots, elle a semblé être un peu soulagée. Merci. Merci beaucoup, a-t-elle murmuré, en essayant à nouveau de prendre ma main. Mais je t'en prie, pardonne-moi. Elle s'est mise à supplier, et à implorer mon pardon. La voix étranglée par les larmes. J'ai doucement retiré ma main, en évitant son contact. Ne te stresse pas plus que ça pour le moment, lui ai-je répondu froidement. Tu es encore faible. Rétablis-toi. Et sans en dire davantage, je me suis levé de ma chaise, et j'ai quitté la pièce. La laissant plonger dans ses larmes, et dans son repentir tardif. À ma sortie, mes enfants m'attendaient, avec des regards anxieux. Je leur ai simplement dit, si vous voulez rester, restez. J'ai des choses à faire. Ils n'ont pas totalement compris mon attitude. Mais, ils n'ont pas insisté non plus. En m'éloignant, j'ai senti les regards accusateurs, des proches de ma femme, se fixer dans mon dos. Mais cela m'était devenu bien égal. J'avais atteint un point d'indifférence absolue, quant à leurs opinions, et à leur jugement. J'ai quitté l'hôpital, et j'ai sorti mon téléphone. J'avais besoin de réponses. Il fallait que je comprenne pleinement la vérité, qui se cachait derrière ce cauchemar. J'ai appelé mon avocat. Connaissez-vous un détective privé, lui ai-je demandé de but en blanc. Oui, bien sûr, m'a répondu mon avocat, sans la moindre hésitation. Je vais vous mettre en contact avec lui, immédiatement. Peu de temps après, j'ai reçu l'appel du détective. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai raconté tout ce que je savais, et ce qu'il fallait absolument que je découvre. J'ai besoin de connaître toute l'histoire, lui ai-je dit avec détermination. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé. Ne vous inquiétez pas, monsieur, a répondu l'enquêteur, d'une voix professionnelle. Je vais commencer à y travailler, sur le champ. À cet instant, une petite étincelle d'espoir, ou peut-être de simple curiosité, s'est allumée en moi. J'avais besoin de la vérité. Et j'étais prêt, à remuer ciel et terre pour la trouver. Les jours suivants, ont glissé les uns après les autres, dans une sorte de brouillard émotionnel. J'accompagnais mes enfants à l'hôpital. C'était bien la moindre des choses,
que je puisse faire pour eux. Mais j'évitais à tout prix d'entrer dans la chambre de ma femme. Ma présence se limitait à la salle d'attente. Un espace rempli des regards hostiles de sa famille. J'ignorais leurs commentaires cinglants et leur silence accusateur. Absorbé que j'étais, par mes propres pensées, dans ce labyrinthe de douleur et de confusion où je me trouvais. Je vivais sur pilote automatique. Remplissant mes obligations professionnelles, mangeant et dormant par pure inertie. Mais, sans rien ressentir de véritable. Le monde autour de moi me paraissait flou, sans couleur et sans vie. Seule l'inquiétude pour mes enfants et la nécessité de découvrir la vérité me gardaient un minimum ancré à la réalité. L'enquêteur m'a appelé, quelques jours plus tard. Il m'a donné rendez-vous dans un café du centre-ville. L'attente m'avait semblé éternelle, et cet appel a éveillé en moi un mélange d'anxiété et d'attente. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de comprendre ce qui s'était vraiment passé, de savoir qui était cet homme. Et de comprendre comment mon mariage en était arrivé à ce point d'autodestruction. Je suis arrivé au café en avance. J'étais nerveux, et je passais mentalement en revue toutes les questions que je voulais poser au détective. Quand il est arrivé, ponctuel, et avec un porte-document en cuir à la main. J'ai remarqué dans son regard un sérieux. Un sérieux qui laissait présager que les nouvelles ne seraient pas bonnes. Nous nous sommes assis à une table isolée, dans un coin tranquille de l'établissement. Après les salutations d'usage, l'enquêteur a ouvert son porte-document et en a sorti un épais dossier. « Monsieur », a-t-il commencé d'une voix grave. « J'ai mené une enquête approfondie sur le cas de votre femme. Et je suis désolé de vous informer que la situation est, en effet, très compliquée. » Mon cœur s'est emballé. « Qu'avez-vous découvert ?» ai-je demandé avec impatience, en retenant mon souffle. Le détective a ouvert le dossier et m'a montré une série de photographies en noir et blanc. Grâce à mes contacts et à la police, a-t-il expliqué, j'ai réussi à obtenir l'accès aux enregistrements vidéo du motel pour cette nuit-là. Les photographies montraient des images floues et granuleuses. Mais elles étaient suffisamment claires pour que je comprenne ce qu'elles représentaient. Ici, c'est votre femme, a souligné l'enquêteur. Il m'a désigné une femme sur l'une des images, qui entrait dans le motel, en compagnie d'un homme. Ils se tenaient par la main. Ils étaient très affectueux, et s'embrassaient, comme un couple tout à fait normal. J'ai regardé les photos, l'estomac retourné. Voir ma femme, si souriante et si tendre avec un autre homme, a été comme un véritable coup de poignard, en plein cœur. La trahison se matérialisait sous mes yeux, à travers ces images froides et impersonnelles. Ils sont entrés dans la chambre, à une certaine heure, a poursuivi l'enquêteur. Puis, 2 heures plus tard, cet homme. Il a pointé une autre photo. On y voyait un homme s'enfuir du motel, avec des taches sombres sur ses vêtements. Est sorti en courant, visiblement couvert de sang. Peu de temps après, le réceptionniste du motel est entré dans la chambre. Il a appelé la police et les services d'urgence. Vous connaissez la suite de l'histoire. J'ai détourné le regard des photographies, avec la nausée. Et qui est cet homme, ai-je demandé, d'une voix fluette. L'enquêteur a tourné la page, dans le dossier. Grâce au témoignage de votre femme, auprès de la police, nous avons pu l'identifier. Son nom est. Il a consulté un document. Nom de l'amant. Et il est un collègue de travail, de votre femme. L'information m'a frappé de plein fouet, comme une massue. Un collègue. Quelqu'un issu de son environnement quotidien. La trahison devenait soudain encore plus proche, plus intime. Et encore plus répugnante. Nous avons poussé nos investigations plus loin, a continué le détective. Et nous avons discuté, avec plusieurs de leurs collègues respectifs. Ils ont confirmé qu'ils entretenaient une relation depuis plusieurs mois. Apparemment, ils ont été vus ensemble. Même s'ils essayaient d'être discrets. Ils nous ont également dit qu'ils se disputaient de temps à autre. Et ce, principalement à cause de la jalousie de cet homme. Ils disent qu'il est du genre autoritaire et agressif. L'enquêteur a fait une pause, avant d'ajouter, d'un ton encore plus grave, depuis l'incident, cet homme n'est pas retourné au travail. Personne ne sait où il se trouve. On dirait bien qu'il s'est volatilisé. Je suis resté silencieux. Traitant, peu à peu,
toutes ces informations. La vérité crue et impitoyable se déployait devant moi. Telle une carte infernale. Ma femme m'avait trompé avec un collègue, pendant des mois. Et cette relation extra-conjugale s'était terminée dans la violence. Par une attaque brutale et préméditée. Avez-vous autre chose? Ai-je demandé d'une toute petite voix, bien que je redoute la réponse. Le détective a hoché la tête, lentement. Oui, monsieur. Il y a encore autre chose. Cet homme, nom de l'amant, est également marié, et il a des enfants. Cette dernière révélation m'a laissé sans voix. Non seulement, ma femme m'avait trompé. Mais elle avait également participé à la destruction d'une autre famille. L'ampleur de la trahison et la bassesse morale de la situation m'ont totalement submergé. J'ai remercié le détective pour son travail, j'ai réglé ses honoraires, et j'ai quitté le café, en titubant. Avec ce dossier rempli de preuves entre les mains, et mon cœur brisé en 1000 morceaux, je suis rentré chez moi. Et là, dans la solitude de mon bureau, j'ai de nouveau sombré dans l'alcool et dans les larmes. Noyant mon chagrin, dans l'amertume de la vérité découverte. La nuit s'annonçait longue, et bien sombre. Dans la solitude de mon nouvel appartement, après cette nuit houleuse, je me suis réveillé avec une clarté d'esprit très inhabituelle. Le dossier contenant les preuves du détective n'était plus un simple témoignage de la douleur. C'était désormais la carte qui me mènerait vers ma vengeance. Cette trahison n'allait pas rester impunie. Je ne chercherais pas la violence physique. Cela n'était pas dans ma nature. Mais la justice, à ma façon, serait rendue. Armé d'une détermination de fer, je me suis rendu au bureau de mon avocat. J'ai réitéré ma décision de divorcer. Mais cette fois-ci, avec une nuance différente. Il ne s'agissait plus seulement d'un besoin personnel, mais d'un véritable acte de justice. Je lui ai demandé d'accélérer la procédure autant que possible. Et de préparer une stratégie juridique implacable. Cette fois, il n'y aurait aucune concession. Les semaines suivantes, pendant que ma future ex-femme se remettait physiquement à l'hôpital, j'ai bâti ma vengeance. Une vengeance silencieuse et parfaitement légale. Chaque visite à l'hôpital est devenue un acte calculé. Une farce nécessaire pour ne pas éveiller de soupçons prématurés et pour protéger mes enfants. Je maintenais des conversations triviales. Portant le masque du mari inquiet. Alors qu'à l'intérieur, je fomentais mon plan. J'observais mon ex-femme. J'écoutais ses demandes de pardon, avec une impassibilité très étudiée. Savourant intérieurement l'instant, où la vérité et la justice éclateraient enfin au grand jour. Parallèlement à la procédure de divorce, j'ai contacté un avocat spécialisé en droit du travail. Un expert dans les affaires de concurrence déloyale et de préjudice à l'image des entreprises. Avec les preuves en main. En particulier, les photos du motel et les témoignages des collègues. Nous avons préparé une plainte contre l'entreprise de mon ex-femme, ainsi que contre son amant. En exigeant de substantielles compensations financières pour les dommages causés. Il ne s'agissait plus seulement de ma douleur personnelle. Il s'agissait également du préjudice de réputation que leur relation clandestine avait engendré dans la sphère professionnelle de tous les deux. Le jour de la sortie d'hôpital de mon ex-femme, je suis allé la chercher, avec la même formalité distante que j'avais adoptée ces dernières semaines. Sur le chemin du retour, j'ai évité toute conversation personnelle. Me limitant à des commentaires superficiels sur son rétablissement physique. À l'arrivée, mes enfants, ignorant tout de la tempête juridique qui se préparait, ont tenté de créer une atmosphère familiale paisible. Je leur ai concédé cette illusion, pendant quelques jours. Sachant que bientôt, la vérité éclaterait au grand jour. Mais je voulais les protéger de la confrontation directe, au moment le plus brûlant du conflit. Une fois mes enfants de retour à l'université, j'ai convoqué mon ex-femme. Pour une conversation définitive dans le bureau. Lequel était désormais complètement vide. Un symbole palpable de mon départ irréversible. Lorsqu'elle est entrée, avec cet espoir qui brillait encore dans ses yeux. J'ai sorti les documents. Les photos du motel, le rapport du détective, les papiers du divorce. Ainsi qu'une nouvelle enveloppe, épaisse et très officielle. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, d'une voix tremblante, en pointant du doigt la dernière enveloppe. C'est la justice, lui ai-je répondu. Avec un calme glacial, qui l'a complètement désarmé.
Ce sont les documents de la plainte que j'ai déposée contre toi et contre ton partenaire. Pour préjudices moraux, dommages économiques et atteinte à l'image. Son visage s'est décomposé. Les pleurs et les demandes de pardon se sont transformés en incrédulité, puis en rage. Tu vas me poursuivre en justice? Après tout ce que j'ai souffert? Après avoir été à 2 doigts de la mort? Précisément, ai-je répliqué, avec un sourire amer. Après tout ce que tu m'as fait souffrir. Et après avoir mis ta propre vie en danger, pour une aventure misérable. Tes actions ont des conséquences. Et maintenant, tu vas devoir y faire face. Elle a essayé de négocier, de me menacer, et de me manipuler émotionnellement. Mais je suis resté ferme, inébranlable. Je lui ai fait clairement comprendre que le divorce était inévitable. Et que la procédure judiciaire allait suivre son cours. N'attends pas un seul centime de ma part, dans ce divorce, lui ai-je lancé avec force. Et préparez-vous, toi et ton amant, à assumer les conséquences économiques et professionnelles de vos actes. J'ai quitté le bureau, la laissant à la fois désespérée et furieuse. Et j'ai refermé la porte sur ce sombre chapitre de ma vie. Les appels et les messages de sa famille ont continué. Désormais chargés d'insultes et de menaces. Mais, ils ne m'affectaient plus. J'avais repris le contrôle de ma vie. Et la justice, bien que tardive, commençait à prendre forme. La procédure de divorce s'est avérée longue et litigieuse, tout comme elle l'avait souhaité. Mais le procès en droit du travail avançait solidement, étayé par des preuves irréfutables. À chaque audience, lors de chaque rencontre avec son avocat, je maintenais la même froideur et la même détermination. Je ne cherchais pas à assouvir une vengeance personnelle, mais bien une réparation équitable et une sanction exemplaire. Pour ceux qui m'avaient trahi et qui m'avaient humilié. Finalement, le juge a prononcé le divorce selon mes conditions. Sans la moindre concession pour mon ex-femme. Et le jugement de la poursuite professionnelle fut encore plus satisfaisant. L'entreprise de mon ex-femme, pressée par la publicité négative et par les preuves présentées, a accepté de verser une importante compensation financière. À la fois pour moi et pour la société, affectée par les agissements de l'amant. L'amant, de son côté, en plus d'être poursuivi pénalement pour l'agression, a été condamné à payer une somme d'argent considérable en dommages et intérêts. J'ai eu une ultime conversation avec mon ex-femme. C'était dans les couloirs du tribunal, après la signature du divorce. Son visage reflétait l'amertume et la défaite. Elle a réitéré, une fois de plus, ses regrets et l'amour qu'elle me portait. Je l'ai regardée avec une totale indifférence. Ressentant une froide satisfaction, en la voyant récolter les conséquences de ses propres actions. Le véritable amour ne trahit pas. Il ne trompe pas, et il ne détruit pas, lui ai-je dit d'une voix ferme. C'est le résultat de tes propres choix. À présent, vis avec ça. J'ai quitté le tribunal, avec le sentiment d'avoir brisé un cercle vicieux. La justice, bien que froide et purement légale, était finalement passée. Je ne ressentais ni joie, ni allégresse. Mais une paix intérieure très profonde. La satisfaction d'avoir su défendre ma dignité, et d'avoir obtenu une réparation juste, pour le préjudice causé. Dans mon appartement, j'ai entamé un nouveau chapitre. J'ai repris mes loisirs, et j'ai renoué avec de vieux amis. J'ai profité de la compagnie de mes enfants, qui ont célébré ma force de caractère, et ma décision de reconstruire ma vie. J'ai appris par leur intermédiaire, que l'amant de mon ex-femme purgeait sa peine de prison. Et qu'il devait également, faire face aux conséquences de ses actes, au sein de sa propre famille. J'ai aussi appris, que mon ex-femme avait perdu son emploi. Et qu'elle luttait contre la dépression. Mais cette partie-là de son histoire, ne m'appartenait plus. J'ai tourné mon regard vers l'avenir, avec espoir. Fort de la certitude d'avoir surmonté une épreuve douloureuse, et d'en être ressorti plus fort, et plus sage. La justice, en fin de compte, avait eu un goût amer. Mais aussi, un goût étrangement satisfaisant. La saveur de la revanche, d'une dignité retrouvée. Et la promesse du commencement, d'une aube nouvelle.